Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cybersecurity Coalition. Dans ce podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne, de la formation ou d'autres sujets importants aussi sur l'actualité et liés à la cybersécurité. Et dans cet épisode, nous allons parler de l'inclusion numérique au travail et de son lien avec, finalement, les droits de l'homme. Parce que nous célébrons la journée mondiale des droits de l'homme très bientôt, donc le 10 décembre prochain. Eh bien, nous réfléchissons à l'importance de garantir que chacun, quelle que soit son aisance numérique, puisse participer pleinement à l'économie. Et évidemment, pour nous, la Cybersecurity Coalition, eh bien, ce sujet a encore plus d'importance car effectivement, garantir l'inclusion numérique est très important. Mais cette inclusion numérique doit se faire de manière sécurisée. En d'autres termes, donner un accès à un Internet et à un ordinateur à chacun, certainement, mais pas en leur faisant prendre de nouveaux risques. Et pour parler de ce sujet, eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui 3 personnes. Ali Chari, Community Lead chez Digital. Bonjour Ali. Bonjour. Béatrice de Mailleux, qui est directrice de Bicode. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et Nive Boukman, qui est un ancien étudiant de Bicode, qui est venu pour nous faire participer ou pour nous expliquer l'expérience qu'il a eue chez Bicode et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, pour démarrer, je vais commencer par ma première question pour toi, Ali, et ce sera la plus simple, mais est-ce que tu peux me donner un aperçu de ton organisation, Digital, et du travail que vous faites pour promouvoir l'inclusion numérique en Belgique ? Oui, du coup, Digital, en fait, on est une coalition d'organisations privées, sociales, universitaires, gouvernementales aussi, qui travaillent ensemble pour une Belgique plus inclusive sur le plan numérique. Avec Digital, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va rassembler tous ces acteurs à travers d'événements, à travers des séminaires, des ateliers, des webinaires, etc., pour en fait essayer de réaliser un vrai changement structurel en Belgique et du coup augmenter notre impact. Du coup, je pourrais dire qu'on travaille sur la sensibilisation, on a un réseau, donc on crée vraiment un réseau, et ce qu'on aime aussi dire, c'est qu'on est vraiment un do tank, donc on fait vraiment les choses ensemble. Je vais me permettre de rajouter un petit peu quand même un contexte, c'est le contexte de l'inclusion numérique. En fait, ça veut dire quoi l'inclusion numérique ? L'inclusion numérique, en fait, ça concerne généralement les personnes qui ne peuvent pas suivre le rythme de la numérisation de la société. Les années qui viennent de passer, en fait, notre société, elle a évolué très rapidement du côté numérique. Par contre, les compétences numériques des individus, en fait, elle n'a pas évolué aussi rapidement que ça. Et du coup, il y a vraiment un écart qui se crée, un fossé, en fait, qu'on peut dire, comme on appelle en anglais le digital gap. C'est vraiment le fossé, en fait, qui se crée. Et en Belgique, en fait, ce fossé, il est énorme. Quand on va voir les chiffres de la Fondation Roi Baudouin, qui montrent en fait que 40% des Belges entre 16 et 74 ans sont vulnérables numériquement, ça fait quand même beaucoup. Sur ces 40%, il y a 5% en fait qui sont vraiment non utilisateurs d'Internet et 35% de personnes en fait qui ont des faibles compétences numériques. Je vais te rajouter une petite profondeur en plus. Il y a 3 écarts en fait, il y a vraiment 3 failles ou 3 fossés à distinguer. Premier, c'est l'écart à l'accès en fait à Internet. Le fait d'avoir du matériel pour pouvoir accéder à Internet, le fait d'avoir une connexion Internet à la maison. Donc ça en fait c'est le premier. Deuxièmement, il y a le fossé des compétences numériques. Donc c'est en fait, on peut avoir un smartphone, une tablette, un ordinateur. Si on ne sait pas en faire utilité, ça ne sert pas à grand chose. Et le troisième, qui crée aussi en fait un fossé, enfin un troisième fossé, c'est l'utilisation en fait des services essentiels. Donc le fait de ne pas pouvoir les utiliser, que ça soit faire sa demande pour une nouvelle carte d'identité, que ça soit solliciter, en fait ça c'est, vu qu'on est quand même dans le sujet du travail, etc., l'impact là-dessus, pouvoir solliciter pour un job, etc. Donc voilà, c'est quand même important de distinguer ces 3 fossés et de créer quand même ce contexte avant de rentrer dans plus de profondeur. Oui, carrément. Et je dis, mon épouse travaille au VDAB et clairement, il se numérise de plus en plus. Seulement, si les gens ne sont pas un minimum numérisés de l'autre côté, ils se retrouvent fermés à certains services. Et ça, je comprends bien que c'est un problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais demander à Béatrice de nous présenter Bicode, pour ceux qui auraient encore le culot de ne pas connaître Bicode aujourd'hui en Belgique. Mais Bicode travaille donc directement avec des individus qui sont parfois même en situation difficile. Comment est-ce que tu penses, toi, Béatrice, aujourd'hui, que les compétences numériques influent
sur les perspectives d'emploi. Alors oui, donc Bicode, nous, on existe maintenant depuis un peu plus de 6 ans. Et donc la mission de Bicode, c'est vraiment de travailler sur cette employabilité de l'humain, enfin du citoyen belge dans ce cas-ci, à travers justement les compétences technologiques et digitales. Et alors on voit quand même dans l'évolution de l'employabilité, aujourd'hui il y a beaucoup plus de jobs qu'on pense qui peuvent être remplis par des personnes hautement motivées, mais qui n'ont peut-être pas directement des diplômes d'ingénieur informatique ou quand on voit les métiers de l'informatique ou du codage avant. Il y a quand même des tendances qui évoluent très fort aussi dans tout ce qui est le low-code, le no-code, les analyses de données, dans tous les métiers aussi de la cybersécurité, et on va en parler, qui sont beaucoup plus accessibles en fait à un projet, à une population en fait beaucoup plus large. Et de un et de deux, il y a une urgence et une obligation aussi de pouvoir travailler sur ces compétences digitales et technologiques aussi en entreprise, parce que donc on a un risque d'une population en entreprise, et de nouveau, si je fais référence à la cybersécurité, qui risque à un moment donné de devenir obsolète ou de même devenir un risque, mais pas un risque dans le mauvais sens, mais un risque pour l'entreprise. Donc, il doit absolument être formé aussi sur l'intelligence artificielle. Et puis, on sait aussi, ça va de pair avec justement cette formation sur la cybersécurité, parce que les entreprises, parfois, elles ont tendance de voir ces deux registres comme séparés. Intelligence artificielle, ça c'est une opportunité, un win, et donc c'est très attractif pour les entreprises. Et la cybersécurité, ils sont là, non, non, mais ça vous inquiétez pas, notre département IT s'en occupe. Et en fait, plus on va développer justement l'intelligence artificielle et l'utilisation de ces outils aussi par un personnel dans une entreprise, plus il y a un risque d'exposition justement à tout ce qui est cyberattaque, un risque cyber en fait de l'entreprise qui débute souvent aussi de la personne. Donc voilà, chez Bicode, nous on s'est vraiment travaillé sur cette employabilité des personnes vulnérables sur le marché de l'emploi, qui ne sont pas les premiers talents dans la tech ou dans le digital qu'on pourrait imaginer, qu'on forme et qu'on place en entreprise, qu'on accompagne, et Nive le témoignera très très bien de son parcours, mais aussi travailler sur ce lifelong learning justement dans l'entreprise, de dire tout le monde doit rester à bord de cette évolution et cette transformation digitale. Voilà, c'est une nécessité aujourd'hui. Carrément. Et pour revenir sur ce que tu disais au niveau de la formation en cybersécurité, mais de base, je ne parle pas des experts en cybersécurité, mais le fait de savoir comment repérer un mail de phishing, frauduleux ou pas, le fait de savoir utiliser un second facteur d'identification. Aujourd'hui, c'est même des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et là, je ne parle même pas d'inclusion digitale. Je veux dire que ce sont des jeunes qui vont peut-être être tout à fait au niveau digitalement pour aller travailler en entreprise, mais ils ne le seront pas au niveau de la sécurité informatique. On a quand même encore, c'est un peu hors de notre sujet aujourd'hui, mais on a quand même encore un manque de compétences de base au niveau de la population générale sur le comportement de sécurité, j'allais envie de dire simple, qui fait que quand j'arrive dans une entreprise, je ne suis pas un risque pour cette entreprise, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau sécurité. Je fais bien mon boulot, mais je n'ouvre pas la porte à n'importe qui passe sans que je le connaisse. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la cybersécurité. Mais je vais maintenant demander à Nive, parce qu'on a la chance de pas uniquement avoir les gens qui forment, les gens qui aident, mais on a quelqu'un qui est passé par là, qui est passé par Bicode. Donc, Nive, de ton côté, est-ce que tu peux me livrer un peu ton expérience personnelle et finalement comment toi, alors seul ou via Bicode, parce que je suppose que bon, il a fallu que tu y arrives jusqu'à Bicode, comment est-ce que tu as géré les défis de l'exclusion numérique dans ta recherche d'emploi? Que je vais commencer avec un peu de fond d'où je venais et comment j'étais arrivé chez Bicode. Alors, avant d'avoir venu chez Bicode, j'étais musicien comme un boulot, j'aurais dit. J'ai joué dans quelques groupes et avant le Covid, on arrivait à un certain niveau où on pouvait nous permettre de travailler moins d'heures dans les jobs traditionnels, soi-disant, et investissait plus de temps en jouant de la musique et comme ça gagner notre argent. Du coup, après avoir eu le Covid, le monde a changé tout à fait. Et j'ai fait quelques jobs, soit job student ou bien des jobs administratifs qui m'intéressaient, mais toujours j'avais ce sentiment que je rate quelque chose. Je voudrais bien faire autre chose dans ma vie si je veux chercher un vrai métier, soi-disant.
J'ai toujours une passion, une curiosité pour les ordinateurs ou pour l'informatique, mais en connaissant des amis qui ont fait euh, une formation ou l'autre par l'autre école ou par l'université, j'ai toujours eu le sentiment que moi, je ne serais pas capable à faire ça. Jusqu'à un certain moment où j'ai perdu mon job, et j'ai parlé avec un de mes amis qui a fait un enseignement vraiment 4 ans à l'autre école ici en Flandre de la cybersécurité, qui m'a vraiment recommandé. Il m'a dit, je crois que toi, tu as vraiment le talent à faire ça. Et je connais une certaine école, un centre de formation qui s'appelle Bicode. Et je te recommande à chercher là-dessus et voir si c'est quelque chose pour toi. Euh, un truc suivi l'autre. Et j'ai décidé que je voudrais bien essayer de suivre cette formation Bicode Cybersécurité. Et j'étais bien accepté. Je crois que Bicode a vu une certaine motivation dans moi pour me permettre à commencer à faire cette formation. Et dans cette formation, c'était très intensif. J'ai fait la formation, on s'appelait ça le Cyber Bootcamp, qui durait 7 mois. Et avec le but, d'après ces 7 mois, d'être engagé, euh, soit en stage ou soit en vrai job après avoir fait la formation. Et moi, j'ai eu l'immense plaisir et l'immense chance de pouvoir trouver mon stage chez Accenture, Mhm. qui est aussi un partenaire de Bicode, qui en fait partage un peu les mêmes idéaux comme ça, quand ça vient à l'intégration et la diversité dans l'IT. La motivation, c'est à mon avis aussi que la motivation, c'est le truc le plus important en cherchant des nouvelles employés. Et c'est ça que j'ai toujours eu, même en commençant cette formation, en apprenant le truc que je croyais que je n'ai jamais pu faire. Et en pouvant le faire, je me suis dit, OK, j'ai trouvé ma place, je me sens ici à l'aise et je vais vraiment bosser à fond, comme on dit, pour arriver où je veux être. C'est grâce à Bicode que j'ai pu faire ça aussi. Ah bah, Béatrice, quelle publicité. Enfin, c'est pour ça qu'on le fait. Moi, je trouve que c'est trop génial. Mais c'est pas nous qui le faisons, hein. C'est l'apprenant, c'est Nif qui l'a fait. Voilà, c'est nous, on est juste là pour mettre en place ce qu'il faut, mais c'est Nif qui a réalisé ce qu'il voulait réaliser. Donc c'est vraiment, voilà. Quel saut périlleux, parce que finalement, passer de la musique à la cybersécurité, je veux dire que c'est pas une ligne qu'on aurait dessinée de manière naturelle. J'ai l'impression que c'est, allez, ce que tu en as parlé, hein, la motivation, le fait de vouloir aller quelque part et d'être donc ouvert à un apprentissage, ça me semble être une des clés principales face à ce genre de défi d'inclusion, c'est-à-dire la volonté d'y arriver. Et ensuite, bah, il y a les partenaires comme Digital, comme Bicode qui peuvent vous aider. Mais il faut aussi, je pense, avoir la volonté de s'en sortir et d'y arriver. C'est pas toujours facile non plus. Ali, tiens, de ton côté, toi, bah justement, à part peut-être cette histoire de motivation, mais même au niveau de la société en général, qu'est-ce que tu vois comme principaux obstacles à l'inclusion numérique? Et alors, je dirais encore aujourd'hui, parce que c'est presque dommage de devoir faire un podcast là-dessus encore aujourd'hui. On en parle déjà depuis un petit temps. Et finalement, comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles dans le futur? Ouais, alors je crois qu'il y en a plusieurs hein, d'obstacles. Je vais peut-être me limiter à deux ou trois. Le podcast ne peut pas durer plus d'une heure, je crois. Mais On va essayer. on va essayer, on va essayer. Non, mais je crois qu'un des plus importants, enfin un des plus importants obstacles vraiment à mettre en avant, c'est la prise de conscience. En fait, il y a encore beaucoup de gens qui pensent, et complètement à tort en fait, hein, que tout le monde est up-to-date, que tout le monde sait utiliser, que tout le monde sait tout faire, parce qu'on voit tout le monde avec un smartphone, avec une tablette, et tout le monde swipe et like. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, en fait, les compétences, ok, ils sont là, euh, mais que l'exclusion numérique touche quand même plus profondément que ça. Je peux même rajouter un petit chiffre pour les jeunes entre 16 et 24 ans. En fait, il y en a un peu plus de 30% qui ont pas les compétences numériques nécessaires. Et si Autant? on regarde, ouais, et si on regarde les jeunes qui ont pas de diplôme de supérieur, le chiffre augmente à 52%. Donc c'est énorme en fait, c'est la moitié des jeunes entre 16 et 24 ans qui n'ont pas les compétences numériques nécessaires
ne serait-ce que pour solliciter, ne serait-ce que pour faire des démarches administratives convenables. Et donc vraiment conscientiser, en fait, jouer là-dessus et jouer sur la sensibilisation, je crois qu'en fait c'est primordial. Euh, et c'est aussi un petit peu la mission de Digital, hein, c'est vraiment de travailler là-dessus ensemble et de pousser ça un petit peu. Euh, un deuxième obstacle, en fait, c'est de rendre les services qui sont dispo, que ce soit gouvernementaux, que ce soit privés, que ce soit des services sociaux, etc. En fait, les rendre les plus inclusives possibles quand on parle du numérique. Et par là, en fait, je vais peut-être mettre le contexte. De plus en plus d'organisations, en fait, se digitalisent très rapidement. Tout commence à se passer via Internet. Comme j'ai en fait, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, quand on veut faire une sollicitation, ben en fait, en ce moment, enfin, et c'est le plus efficace en fait, hein, mais c'est de pouvoir tout faire en ligne. En fait, il faut envoyer son CV en ligne, il faut solliciter en ligne, il faut faire un meeting Teams. Souvent, la première fois, on fait un meeting Teams et puis on est invité pour faire un vrai entretien d'embauche en vrai, quoi, en real life. Euh, mais en fait, ça va exclure beaucoup de gens qui ont peut-être les talents, qui ont peut-être l'envie, qui ont peut-être pas tout de suite les compétences pour faire la sollicitation, enfin de pouvoir solliciter pour un job, mais qui ont plein de talents en fait qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans son entreprise ou dans son organisation. Et du coup, bah, on va rater tous ces talents et faire en sorte du coup que bah, leur service, qu'on puisse les contacter en fait très facilement. Et là, je peux même rajouter un petit principe, un petit concept qu'on adore chez Digital, c'est le click, call, connect. Donc, ou bien il y a moyen de cliquer et d'aller rejoindre une entreprise ou une organisation, ou bien avoir un numéro de téléphone pour pouvoir les contacter et se faire aider de cette manière, ou bien connect, et là, c'est vraiment avoir une personne, pouvoir passer, taper à la porte et dire bonjour, on va dire comme à l'ancienne, voilà mon CV, je le dépose à la porte, il arrivera chez la bonne personne. C'est marrant, je te challenge, désolé, mais quand tu parles du Click Call Connect, je trouve que, et pour rester dans la population des jeunes, le call, c'est plus ça. Non seulement ils ne veulent plus appeler, mais ils ne savent plus appeler. Et je rigole pas, je parle même de mes propres enfants qui sont, je pense pas, au niveau numérique, qui sont plutôt dans un niveau, je dirais, normal. Mais quand tu leur demandes de téléphoner, c'est ah non, je vais pas téléphoner. Oui, ils se sentent mal à l'aise devant le téléphone. C'est devenu allez, je ne vais pas aller jusqu'à l'exclusion téléphonique, mais ils ont peur du téléphone aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais après, ils vont devoir du coup s'adapter et apprendre à utiliser le numérique ou oser passer, taper à la porte. Voilà, je crois il y a les trois options. Après, si tu en as une quatrième, Alexandre, partage-la avec moi parce que moi, je la vois pas tout de suite. Alors, je me posais la question justement, parce que tu dis presque 30% des jeunes Oui, sont en exclusion numérique, mais je ne pense pas que presque 30% des jeunes ne soient pas sur TikTok. Et donc, moi, je te dis, c'est click, call, connect, TikTok. Et donc, mettez-vous sur TikTok pour leur expliquer d'abord comment on vous trouve, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et essayer via des vidéos peut-être un petit peu amusantes et décalées parfois, de les emmener vers ce monde numérique. Alors voilà, je ne veux pas ouais, faire l'apologie de TikTok, loin de là, mais parfois il faut aller où se trouve l'utilisateur. Et je pense que s'ils n'ont pas les compétences techniques, ils ont souvent un smartphone et une application qui leur montre des vidéos un petit peu à la chaîne. Voilà. ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut aller toucher le groupe cible là où il est et utiliser peut-être les canaux que eux utilisent aussi. Ça, je suis complètement d'accord. Et j'ai une question pour Nive, là, tiens, j'y pense. On sait que certaines personnes vont plutôt se retrouver exclues numériquement, aussi parce qu'elles ont peur des risques. Parce qu'effectivement, on fait de plus en plus la promotion de la sécurité en ligne. Et tout le monde, alors les banques, les téléopérateurs, enfin, on voit ça partout maintenant. Même mon assurance maladie m'a envoyé un email pour m'expliquer comment reconnaître un mail de phishing. Toi, qui es passé d'un domaine qui était non seulement pas numérique, mais certainement pas cybersécurité, à la cybersécurité, comment tu as ressenti ça, le passage au monde qui est quand même, enfin, dans la cybersécurité, il y a sécurité, enfin, allez, c'est quelque chose. Il n'y a pas eu d'angoisse, quelque chose où tu t'es... Je peux parler naturellement seulement dans l'organisation où je me trouve maintenant. Pendant mon onboarding, j'ai bien remarqué que l'organisation met un peu plus d'effort de sensibiliser les gens, plus d'être
capables de connaître les risques cyber le plus bas qu'ils sont aussi parfois, connaître les mails de phishing ou bien les autres genres, smishing ou phishing, savoir comment éviter le data leak et des trucs comme ça, des trucs que tu pourras faire en tant qu'un employé dans une autre division qui n'est pas vraiment numérique, mais pouvoir rester au courant de savoir éviter des trucs comme ça. Je dois dire, dans mon cas, j'ai toujours essayé d'être aussi au courant, même avant de changer mon métier dans quelque chose de plus numérique. Quand ça va avec les mots de passe, par exemple, toujours essayer de faire un mot de passe qui est assez long, qui est assez spécial et pas essayer de recycler les mots de passe entre les plateformes différentes. Je peux dire avec la digitalisation très rapide de quotidien, je peux donner un exemple que il y a la mère de ma copine qui est pas, on dirait pas trop connue avec la technologie. Elle n'était pas très liée à ça. Elle essaye bien de faire l'effort, mais comme elle est grandie dans le temps qui était plus analogue, on dirait, elle est beaucoup plus confortable et beaucoup plus fiée aux correspondances en lettres. Maintenant, quand le gouvernement, par exemple, essaie de se digitaliser, parfois, je trouve, beaucoup trop rapidement, voilà, ça, je vois qu'Ali veut challenger. Non, je voulais pas te challenger, je voulais en fait je voulais que tu finisses ton exemple parce que je voulais rajouter une raison et aussi un exemple de mon côté. Donc je te laisse d'abord finir. Alors, je peux dire avec un exemple de gouvernement, les impôts. Quand on reçoit les impôts chaque année en même temps, il y a la mère de ma copine qui, en fait, elle attend ça par lettre. Et puis la lettre n'arrive plus parce qu'apparemment la digitalisation s'est faite sans se mettre au courant. Et les impôts étaient presque pas déclarés parce qu'on attendait une lettre qui allait jamais arriver. C'était une sensibilisation qui doit être faite, mais aussi être faite dans une manière qui est qui correspond bien aux cibles, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui peut-être voudront pas participer vraiment dans le monde digital, mais il faut quand même les inclure dans ce monde parce que si on veut ou on veut pas, ça va arriver. Il faut seulement qu'on trouve une manière d'inclure les gens convenablement. Et justement, je voulais rajouter là-dessus, en fait, ça se lie tout de suite à une des troisièmes raisons, un des troisièmes obstacles que je voulais donner, c'était un petit peu le stress numérique. En fait, avoir une certaine peur en fait, de cliquer sur quelque chose, et ça a tout de suite un lien aussi avec la cybersécurité, parce ils ont conscience, en fait, les gens qui ont un petit peu peur de, oui, mais si je clique sur un lien, je vais peut-être avoir un virus, on va peut-être avoir mes données bancaires, on va peut-être me voler tout de suite, et ça crée un certain stress. Et je le vois aussi chez mes parents, pour donner un petit exemple personnel. Mes parents, WhatsApp, ils l'utilisent à gogo. YouTube, ils savent comment chercher des petites vidéos qui les intéressent pour regarder. Mes parents ont TikTok, moi je n'ai pas TikTok, mais ils l'ont, donc ils savent comment utiliser TikTok probablement mieux que moi. Mais c'est un choix personnel parce que voilà, il y a déjà assez de distractions, je trouve. Mais, mais, euh, mais pourtant, quand mon père, on va dire, ou ma mère doit faire un virement autre que, on va dire, vers les enfants ou vers des comptes assez connus et qui doivent mettre un numéro de compte ou faire un paiement plus spécifique, bah, ils ont quand même du stress. Et donc des fois, on va postposer ça jusqu'au moment où un des enfants est présent pour pouvoir le faire ensemble et être sûr qu'on ne fait pas une connerie. Et donc, en fait, ce stress numérique, il est vraiment présent et je trouve que c'est aussi un des obstacles. Et c'est pour ça aussi, j'aimerais aussi rajouter que la cybersécurité, en fait, ça fait fondamentalement partie de l'inclusion numérique en général. Oui, et tu sais, moi j'ai tendance à, quand je parle de cybersécurité à des entreprises et qui me disent, ouais, mais est-ce que tu donnerais les clés du camion de livraison à quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire? Et il me dit, bah non. Je dis, mais pourtant, tu donnes un ordinateur à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser de manière sécurisée. Et il y a 10 ans, ça posait aucun problème, parce que les risques n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, et c'est la même chose que l'évolution de la sécurité routière, quand il y avait 10 voitures dans toute la Belgique, bah, ça n'avait pas grande importance. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Les risques sont beaucoup plus grands, tu dois passer un permis. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer un permis pour aller sur Internet, mais avoir un niveau minimum pour utiliser un ordinateur dans une entreprise pour être sûr que finalement cet outil de travail qui est finalement une porte vers les serveurs de l'entreprise, hein, et mon mot de passe c'est la clé pour cette porte, mais que je sache
garder cette porte et l'utiliser de manière sûre pour ne pas mettre mon entreprise en danger, mais c'est aussi important que le reste. Maintenant, je voudrais retourner un petit peu sur le recrutement et sur les gens qui ont des difficultés pour trouver du travail. Et Béatrice, je voulais te voir un petit peu avec toi. Comment est-ce que vous, chez Bicode, vous collaborez avec les incitations publiques dans le travail et d'aider les gens à trouver du travail, comme Actirisque, le VDAB ou le Forum? Comment ça se passe? Où est-ce que vous vous intégrez dans le process, en fait, aujourd'hui? Alors nous, donc, on collabore effectivement, donc c'est les différentes régions avec donc tous les acteurs sociaux publics comme VDAB sur la Flandre, VDAB Bruxelles, Bruxelles Formation Actiris sur Bruxelles et le Forum sur la Wallonie. Donc on a vraiment tous les accords de collaboration tant au niveau de la reconnaissance de nos formations. Donc c'est pas comme si on crée n'importe quel curriculum et qu'on se disait tiens ça c'est bien. Donc on va vraiment bien s'aligner aussi sur les compétences métiers, sur les métiers en pénurie aussi. Et donc ce n'est pas que collaborer avec ces organisations de formation de mise à l'emploi, c'est aussi et c'est surtout aussi en collaboration avec les entreprises pour vraiment voir qu'est-ce que les entreprises ont besoin. Quelles sont les urgences dans l'employabilité aujourd'hui, parce qu'il y a des technologies qui sont peut-être très chouettes à apprendre, mais qui vont peut-être pas mener tout de suite vers un emploi. Donc, on essaye aussi de voir, nous, que les compétences qu'on enseigne dans une pédagogie toujours très active. Donc, le but pour nous, c'est vraiment toujours avoir une pédagogie qui s'adapte à un public aussi très large, donc actif, participatif, donc il y a très peu de théorie, on va tout de suite et assez rapidement lancer, je dirais, l'apprenant aussi dans la matière, dans des use cases, des cas pratiques qui nous sont aussi soumis par les entreprises. Donc chez nous, il y a vraiment toute cette collaboration avec les organisations officielles, mais aussi et surtout avec les entreprises pour que, dans cette formation de cybersécurité, que les cas de figure sur lesquels ils travaillent sont des vrais cas qui risquent de rencontrer dans des entreprises et pas des exercices très fictifs où on se dit mais quelle est la chance que ceci pourra arriver. Et donc en fait, toute leur formation pendant ces 7 mois, donc les apprenants vont vraiment être mis aussi dans des situations qui après, une fois qu'ils seront dans un stage ou en entreprise, ils vont reconnaître en disant ah ben tiens oui je me souviens. Et donc les exercices sur lesquels ils travaillent sont aussi soumis par nos entreprises partenaires comme ici NIF Accenture qui a aussi soumis des use cases dans nos curriculums. Donc et surtout dans une matière comme la cyber, c'est pas comme si notre cursus, on a commencé à donner la cyber nous sur le campus de Charleroi en 2022. Ce curriculum a déjà été plusieurs fois revu, adapté, optimalisé, assessé aussi par des experts en entreprise ou des conseillers plus généraux, tant sur la sécurité que par la police judiciaire et fédérale, par la défense. Donc on a vraiment différentes fois aussi revu ce qu'on donne comme matière. On a un cas de figure aussi qui est très joli, par exemple, à Charleroi, où il y a notre classe de cyber à Charleroi cette année-ci, qui a travaillé sur le cas concret de justement l'attaque cyber que le CPAS de Charleroi a eu. Et donc, il y a eu le trio entre le CPAS de Charleroi, Bicode Charleroi et la Défense qui a travaillé pendant X mois sur ce cas de figure très concret de dire, OK, si ça devait se reproduire, comment est-ce qu'on aurait pu travailler sur la défense? Comment est-ce que si l'attaque devrait se refaire, quelles seront les failles justement qui pourraient être trouvées? Donc c'est justement ce genre de cas de figure-là et d'exercice qui fait que c'est hyper tangible pour l'apprenant et qui reconnaît en fait les exercices ou la réalité après quand il est dans le métier. Très, très juste, et en t'écoutant, j'étais en train de dire un truc. Alors, je vais me faire des ennemis en disant ça, je le sais tout de suite. Donc, voilà, les commentaires vont un peu exploser sous le podcast. Mais je trouve qu'il y a une exclusion cybersécurité numérique des CEO aujourd'hui dans les PME. Ils n'ont pas, malheureusement aujourd'hui, les connaissances suffisantes, en tout cas de base, pour pouvoir comprendre quels sont leurs risques, discuter avec des partenaires externes ou avec un IT et décider du budget comme ils le font pour tout le reste. Tu veux dire que dans tous les autres domaines, ils sont capables de dire oui, là je ne suis pas d'accord, on ne va pas dépenser autant, on va commencer comme ça. Alors que quand on parle de sécurité informatique, la plupart du temps, ils vont surtout signer un chèque en disant vous êtes sûr que ça va bien me protéger. Et là, il y a des choses à changer. Mais on en discutera offline de cette histoire-là parce que je ne pense pas que ce soit votre cible principale. Mais Ali, de ton côté, toi, parce que Béatrice nous le disait justement, favoriser l'inclusion numérique au travail, vous, chez Digital, qu'est-ce que vous faites pour encourager cette démarche-là, en fait ?
Je vais peut-être retomber dans de la répétition, mais donc conscientisation et sensibilisation, c'est la première étape. Par contre, dès qu'on a intégré ou interné, disons même, cette sensibilisation en disant, OK, il y a un problème, il y a un challenge, il y a quelque chose à faire, c'est en fait en tant qu'employeur ou en tant qu'organisation, c'est de créer euh, de l'espace, que ce soit en temps, plutôt de l'espace de temps vraiment, pour qu'en fait les employés puissent se former, créer un cadre de sécurité où on peut poser toutes sortes de questions, que ce soit les questions les plus simples de comment est-ce que je rajoute un fichier en plus sur mon mail parce que je vois que ça bug, ou bien j'ai un autre ordinateur, le logo est mis différemment, ou donc vraiment créer en fait cet espace et cet endroit de sécurité pour qu'on puisse poser ce genre de questions. Mais par contre, tout ça en fait commence d'au-dessus en fait. Si un manager ou un CEO ou qui que ce soit ne permet pas euh, euh, ou ne donne pas le temps en fait ou l'espace aux employés à pouvoir apprendre et à évoluer, ça sert à rien de créer de la sensibilisation ou de faire de la sensibilisation, bah, parce que voilà, on peut dire oui, faire attention, mais pas donner le temps ou pas donner des attaches, en fait, des tools pour pouvoir le faire. Ouais. Ça va pas servir à grand chose. Et pourtant, il y a plein de solutions hyper faciles à intégrer. Bah, déjà, en fait, on a des personnes ici qui le font. Bcode, j'en suis sûr, qui peuvent aider sur ça. Il y a plein d'autres associations qui donnent des petits coachings, des petits moments de workshop. Il y a les systèmes des Digi Buddies ou Digi Coach, où en fait, on va donner la responsabilité pardon, à une ou deux personnes dans l'entreprise, ou plusieurs, dépendant de si elle est grande ou petite, qui vont en fait être un petit peu le point référent, la personne référente pour ce genre de questions. Je ne parle pas de l'IT qui est très poussé, hein, il y a mon ordinateur qui bug, etc. Je parle vraiment on va intégrer un nouveau tool, on va utiliser par exemple Canva pour tout ce qui est design ou quelque chose en plus pour faire des slides. Oui, mais bon, moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé avec PowerPoint. En un seul coup, je dois travailler avec un nouveau tool. Bah, au moins, cette personne sera référente, tu pourras poser tes questions, qui ont l'air un petit peu de questions bêtes, entre guillemets, mais qui sont pas du tout bêtes, parce que voilà, tout le monde, enfin, une première chose à tout, comme on dit. Et donc, ça, je crois que c'est quand même important. Euh, Après, je vais quand même rajouter un petit point, un autre obstacle, mais qui n'est pas vraiment un obstacle, c'est plutôt motivant, c'est, en fait, vous n'êtes pas seul à le faire. Et c'est pour ça que je souriais. Bon, ça va pas se voir au podcast, mais si on pouvait le voir, je souriais parce que Béa disait oui, on collabore avec telle organisation, on collabore avec telle organisation. Mais justement, c'est le fait de collaborer ensemble qui va avoir un impact beaucoup plus grand. Et si tout le monde travaille un petit peu sur sa petite île à lui ou dans son petit silo, bah, ça va pas le faire. En fait, on va peut-être avoir un impact, c'est sûr, hein, on va avoir un impact, mais il sera plus petit que si on va essayer de vraiment créer des ponts entre les différentes petites îles ou entre les silos et en fait créer une synergie qui va être beaucoup plus grande que si on essayait d'atteindre le même but tout seul. Et donc, je crois vraiment la collaboration, c'est une des réponses aussi à ce challenge, quoi. Merci. C'est un beau plaidoyer. Nive, je me tourne vers toi maintenant parce que toi, tu l'as vécu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es venu en témoigner. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui, finalement, qui se trouverait aujourd'hui dans la situation que toi, tu as vécue hier? Premièrement, c'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Il faut pas avoir peur de prendre le saut, on dirait. Si la motivation existe dans toi et que tu crois, je peux le faire et je veux le faire, il n'y a aucune raison de n'y pas continuer. Euh, du coup, euh, les ressources sont vraiment partout disponibles de pouvoir faire des recherches pour toi-même. Il n'y a rien qui te retient. Si si vous êtes pas belge ou tu te trouves pas en Belgique, autre part où on dirait les networks n'existent pas pour pouvoir faire une formation comme nous on avait fait. euh, Google est ton meilleur ami. Il y a vraiment, je peux dire, il y a beaucoup d'entreprises, je sais au monde, il y a des entreprises FANG, par exemple, Facebook, Amazon, Google, qui ont réalisé que un diplôme n'est pas toujours la cible de recruter les gens. Comme un exemple, il y a Harvard qui a leur cours de Computer Science 51 heures
gratuitement sur YouTube. Il y a des gens qui peuvent regarder et apprendre beaucoup. Naturellement, ça va pas avoir la même valeur comme un diplôme Harvard, mais la connaissance est la même. Après avoir fait ça, c'est à toi de faire la preuve et de prouver aux entreprises, je suis capable à faire ça, je suis motivé. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre le risque de m'engager et vous verrez que je peux livrer mes promesses. Et c'est ça que Accenture voulait faire avec moi. La motivation, je peux dire que la motivation est toujours là chez moi, était toujours chez moi. Et comme il y a des entreprises qui en croient à la connaissance technologique numérique, il faut que tu ailles et comme ça quand même en base parce que sans ça on peut pas continuer. Mais quand on remarque qu'il y a quelque chose pour le début et la motivation d'apprendre plus, ouais, le mot est ouvert, hein. Je peux dire, maintenant je travaille dans un certain projet où peut-être j'avais plus d'expertise en apprenant ça dans la formation Bicode, mais peut-être mon prochain projet aura quelque chose tout à fait différent où j'avais moins d'expertise dans ma formation de Bicode ou que je connais seulement d'avoir lu, mais jamais avoir fait des trucs comme ça. C'est à moi à apprendre, c'est à moi savoir comment, OK, je rentre dans ce projet-là, on a cette cible, on a ce truc à faire, des deliverables, et la SLA est comme ça. Il faut que je puisse, avant que la SLA soit terminée, pouvoir apprendre ce truc comme ça et pas hésiter de demander des questions, pas hésiter de avouer que je ne suis pas clairvoyant, on dirait. Mais ça, c'est très, très bonne remarque et c'est un très, très bon conseil, hein, en général. Allez, je veux dire, il faut savoir dire je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre. Béatrice, tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Nive, toi qui les vois tous passer au niveau de Bicode, par exemple, quels sont les conseils pour venir vous voir vous poussez la porte certainement, mais Ben, on a tendance à dire, nous, ben voilà, ce qui est arrivé hier ou la vie d'hier, on ne sait rien y changer et puis il n'y changera rien. Mais ce qui va se passer demain, ça, c'est un avenir que tu as en main. Et ce que tu ne sais pas aujourd'hui, tu le sauras peut-être demain. Que tu n'es pas le seul à pas savoir quelque chose, que tu as un camarade ou même un coach qui ne sait pas toujours, ben c'est pas grave, on va chercher ensemble. Comme dit Nif aussi, enfin sans faire de la pub pour Google, mais Google est ton meilleur ami. Donc effectivement, on va d'abord, ou un ChatGPT hein, maintenant, donc on va effectivement dire, il y a tellement d'outils aussi qui sont disponibles, donc quand on va apprendre, on va en prendre ensemble, mais on va aussi apprendre à chercher les solutions. Et donc, quand les apprenants ont des questions, on va d'abord dire, est-ce que tu as déjà cherché? Si oui, tu as cherché, ou tu vois, quelqu'un qui a une question va dire, OK, mais tu proposes quoi? Ou bien, comment est-ce qu'on va chercher la solution ensemble? Donc, on essaye vraiment de stimuler le fait d'aller chercher les solutions avant d'arriver et de nous, c'est pour ça que nos tech coachs, c'est des coachs, c'est pas des profs, ils vont pas arriver avec toutes les solutions. Donc, on cherche d'abord, arrive avec une solution, puis on va corriger, et puis on va itérer, et puis on utilise les outillages qui existent. Donc, ça en fait aussi des personnes qui, quand elles vont commencer un emploi, auront aussi été stimulées sur ce travail autonome, mais aussi cette collégialité de dire parfois c'est toi qui as besoin d'aide, mais parfois aussi il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide, et donc il faut aussi savoir recevoir et donner en fait. Le réseau comme on le connaît, le paysage, on dirait, comme on le connaît, est comme ça. Mais demain, on peut avoir un zero day qu'on n'a jamais vu et qui va tourner tout le monde euh, vraiment à l'inverse. Euh, et après ça, même les ciseaux devront réapprendre le truc qui n'existait pas avant. Alors, ça ne veut pas dire, même les gens qui savent plus que toi ne savent pas tout. Alors, exactement, il faut savoir être au courant, mais il faut savoir aussi avouer, comme j'avais tu es en dit, train de me que dire que tu es en train d'écrire le scénario pour une nouvelle série apocalyptique, cyber-apocalyptique pour Netflix, en fait. ouais, ouais, c'est un primeur, on a entendu ça ici. Allez, on va finir avec une question, alors un peu philosophique, et je vous demanderai de juste tous les trois de me faire chacun votre tour une réponse, mais je l'ai dit en introduction, dans quelques jours, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Alors, journée mondiale des droits de l'homme, inclusion digitale, numérique. On sait très bien que ça se lit de plus en plus. Pour vous, c'est normal, pas normal? Il y a encore beaucoup de travail. Quel est votre point de vue là-dessus? On va commencer par Béatrice.
Non, je crois que ça devient, c'est peut-être des drôles de comparaisons, mais on parle d'avoir un accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, mais en fait l'accès à une compréhension digitale. Et c'est comme disait Ali, hein, au niveau des pourcentages des jeunes, c'est pas parce qu'il y a des jeunes sur TikTok, sur Instagram, sur WhatsApp, qui savent utiliser le digital vraiment par rapport à leur vie. Et c'est faux de croire ça. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, enfin les jeunes, mais non, ils sont toujours sur leur téléphone, sur un ordi, ils sont complètement digitalisés. Non, et ça devient très dangereux aussi parfois parce que tout ce qui est fake news, tout ce qui est donc, il faut vraiment pouvoir protéger aussi ces jeunes par rapport à tout ce qui circule dans le digital. Donc je crois que c'est un droit, pas que d'avoir de l'internet à la maison, par exemple, et on voit aussi ce que Proximus fait avec la fibre optique, enfin la fibre pour tous. C'est pas juste le fait d'avoir de l'internet à la maison, c'est le fait aussi de savoir l'utiliser. Donc je crois que effectivement, comme ce que Digital fait au niveau de l'inclusion numérique et ce que Bicode fait au niveau former une population beaucoup plus large au digital dans le cadre d'une mise à l'emploi, ça fait partie aussi en fait des droits et presque des obligations dans les droits de l'homme, ouais, et de la femme. Du coup, je pense droit de l'homme, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est élémentaire. Tout le monde doit l'avoir. Euh, En référence dans le monde cyber, on dirait, avec ces inclusions, je ne sais pas si c'est tout à fait dans notre sujet, mais en ayant ce monde immense cyber et l'accès à l'Internet, tous les GSM et les réseaux sociaux, euh, il faut aussi savoir que comment rester vigilant et comment rester sécure dans ce monde, hein. Il y a beaucoup de sites qui collectionnent les données et qui parfois les vendent aux troisième parties. Maintenant aussi, la Union européenne a aussi fait quelques étapes pour mitiger ces risques, mais les risques existent toujours. Euh, il y a l'accès libre aux nouvelles qui ne disent pas que ces nouvelles soient pas biaisées. Il y a toujours les fake news qui sont partout. Il y a tous ces risques qui sont peut-être pas tout à fait dans la sécurité en cyber, mais qui sont quand même plus disponibles au monde entier, même s'ils n'y pensent pas. Il faut aussi en penser, il faut aussi prendre les mesures nécessaires pour pouvoir mitiger ces risques pour que le monde ait euh, d'accès plus libre et sans trop de soucis de quoi faire et quoi cliquer, comme on parlait tantôt. Je crois que ça, c'est un de mes buts. Merci. Alors, Ali, on a commencé par toi, on va finir par toi. Qu'est-ce que tu réponds à cette question? L'inclusion numérique, pour nous, en fait, elle est essentielle pour garantir les droits de l'humain. Et en particulier le droit au travail, parce qu'ici, voilà, on parle un petit peu plus là-dessus. Comme je disais au tout début, dans un monde qui devient de plus en plus numérique, l'accès à la technologie, comme elle a déjà dit Béa, mais aussi les compétences numériques, en fait, ils sont cruciales pour déjà obtenir, mais aussi en fait garder son emploi. Et quand une personne qui est exclue numériquement n'a pas les mêmes opportunités et les mêmes indépendances économiques, etc., bah, ça devient en fait de plus en plus limité. Et c'est des inégalités qui existent déjà, mais dues à cette évolution numérique et du fait qu'il manque les compétences, bah, ça crée des plus grandes inégalités qui vont complètement à l'encontre des valeurs en fait fondamentales des droits de l'humain. Et voilà, je crois que je vais clôturer là-dessus. Je crois que ça envoie déjà le bon message. Merci. Et merci à vous tous d'avoir partagé votre expérience et vos idées aujourd'hui avec nous, parce qu'il est évident que l'inclusion numérique ne concerne pas uniquement la technologie, il s'agit de renforcer les individus et finalement de s'assurer que chacun ait la possibilité de participer, alors au travail, à l'effort économique et dans la vie quotidienne, mais dans un environnement sécurisé. Je pense qu'on a mis vraiment le point là-dessus aujourd'hui, c'était la partie qui moi m'intéressait personnellement le plus. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi ce 4e épisode de CyberTalk, le podcast de la Cyber Security Coalition. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la coalition sur son site internet www.cybersecuritycoalition.be en un seul mot. De toute façon, le lien sera dans les notes de l'épisode. Je rappelle aux membres qu'ils peuvent bloquer leur agenda pour les célébrations du 10e anniversaire de la coalition qui aura lieu le 20 février 2025 à l'hôtel Le Plaza à Bruxelles. Il s'agit d'un événement destiné aux membres et aux partenaires
de la coalition. Mais en revanche, si vous n'êtes pas encore membre de la coalition, eh bien, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour le devenir sur le site de la coalition. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Cyber Talk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.